C'est le parc de la vallée de l'Intélé, l'un des plus beaux endroits en République démocratique du Congo, que je vais explorer dans cette vidéo. Le parc de la vallée de l'Intélé a toujours figuré en haut de ma liste des endroits à visiter depuis très longtemps. Pourtant, je n'ai jamais eu l'occasion de l'explorer comme je l'ai souhaité, même s'il fait partie des destinations incontournables de la ville de Kinshasa. Cela fait déjà 2 ans que je parcours plusieurs parcs nationaux, que ce soit dans mon pays ou à l'étranger, à la recherche des éléphants. Notre objectif est de les observer dans leur habitat naturel. Cette quête nous a demandé des grands sacrifices, tant sur le plan financier. 280 $ par personne, 2 jours. Et puis quand on divise à 2, ça veut dire 280. Que physique. Cette année, j'ai contacté le parc de la vallée de l'Intélé pour leur demander s'ils pouvaient organiser notre séjour dans leur parc. Afin de passer du temps à la recherche des éléphants évoluant en toute liberté, ils ont accepté de nous accueillir pendant plusieurs jours dans le parc pour que nous puissions les observer de nos propres yeux. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous visionnent les vidéos sans vous abonner. Prenez un moment pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci pour votre soutien, la famille. Notre aventure a débuté au gazebo, restaurant principal et point de départ de la plupart des activités sportives du parc. C'est là en compagnie d'Herman et des justiciens. Après de nombreuses discussions pour expliquer nos plans et organiser nos activités, nous avons décidé de nous aventurer pendant 5 jours au parc de la vallée de l'Intélé. Nouvelle aventure au parc de la vallée de l'Intélé. L'idée ici, c'est toujours vous faire découvrir vraiment cet endroit. Là, 2 parts pour aller au lodge. J'ai déjà vu l'éléphant. On a vu ça juste une partie. Ça, c'est une très bonne histoire. Ça fait des années jusqu'à là, on est toujours en train de chercher les éléphants. Et ici, on nous a proposé, on nous a dit, là, on vient de voir juste ces excréments. Et ils ont dit qu'ils passent entre 18h et 19h. Donc, je pense que si on aura vraiment l'occasion de les voir, et on va vous montrer tout. On a vraiment hâte de vous. Ce que j'aime ici, c'est qu'il y a une voiture et il y a aussi même une très bonne organisation. Une fois que tu arrives dans le parc, il y a une voiture qui est prévue pour te prendre, pour t'amener jusqu'à ton lodge. Dès mon arrivée au lodge, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'odeur agréable qui régnait. En ouvrant le frigo, j'étais agréablement surpris de trouver tous ce dont j'aurais pu avoir besoin, soigneusement disposés. Plein de choses. Il y a le coffre-fort, il y a une douche prévue pour toi, la douche il y a un miroir prévu pour toi, donc c'est impeccable. Pour ceux qui ne le savent pas, le parc de la vallée de l'Intélé est situé en République démocratique du Congo, dans la ville-province de Kinshasa. Il se retrouve dans la commune des Maluku et s'étend sur 20 000 hectares. Le parc est limité au nord par la nationale 1, à l'est par le plateau de Bateke, au sud par le groupement Kindundu et le mont Singi, à l'ouest par le village Mangweme, Kindombo et Bambala.
Ouvert au public le 2 juin 2018, il aurait fallu plus de 5 ans de construction et de préparation d'infrastructures et d'acheminement des différentes espèces animaux pour arriver à cette inauguration. Le parc continue à évoluer et à aménager un maximum d'espace et confort pour les animaux et bien sûr pour les visiteurs. Une histoire émouvante parmi d'autres est celle de Lusambo, la femelle hippo, sauvée des mains des braconniers à l'intérieur du pays que nous allons vous rencontrer dans cette histoire. Là, on va maintenant pour le safari. Là maintenant actuellement on commence le safari et on a presque toute cette après-midi pour pouvoir faire le safari et chercher aussi des éléphants, parce que ce qui est aussi spécial pour nous, c'est que nous avons l'opportunité d'avoir des éléphants. Herman m'a proposé d'essayer, mais étant très sensible à la qualité d'eau, j'ai douté de sa pureté de la boire, craignant des possibles maux de ventre. Nous avons clôturé la journée avec une vue à couper le souffle sur le lac Tanganyika. Normalement, là où nous sommes, un amphithéâtre sera construit pour permettre au parc d'organiser d'autres activités à l'avenir. Après avoir terminé les safaris de la journée sans avoir pu observer la moindre trace d'éléphant, le parc nous a surpris en nous proposant un safari de nuit pour les chercher. Le parc nous a fourni une équipe complète, y compris des vétérinaires et des gardes du parc pour assurer notre sécurité face aux animaux. Cependant, après être arrivés et attendu plusieurs minutes, nous avons malheureusement constaté l'absence des éléphants, en nous informant qu'ils s'étaient déplacés à nouveau. Malgré la puce de localisation que l'équipe des vétérinaires avait placée sur les éléphants, nous pensions que cela serait facile, mais cela s'est avéré être l'un des aventures les plus difficiles depuis que nous avons commencé à chercher des éléphants. Il faut savoir que les éléphants ont une vitesse de marche incroyable, pouvant atteindre jusqu'à 25 km/h, ce qui leur permet de se déplacer rapidement.
Après avoir été alertés par les vétérinaires de leur présence, nous avons entendu leurs cris et avons décidé de nous rendre à l'endroit indiqué. Finalement, nous avons retrouvé leurs traces et pensons avoir l'occasion de les y voir aujourd'hui, car ils sont passés récemment par ici. Et voilà, nous les avons retrouvés à 3, accompagnés d'un éléphanteau qui est né il y a quelques mois. Ce qui m'a profondément impressionné dans ces parcs, c'est le calme et l'isolement. On a vraiment l'impression d'être coupé du monde. On continue encore les safaris aujourd'hui. Donc on espère encore voir d'autres animaux qu'on n'a pas vus hier. Vu que hier on était concentré que pour les éléphants. Donc on était en train de chercher de gauche à droite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les avait trouvés, mais c'était pas vraiment clair. Donc du coup, on espère encore aujourd'hui. Et comme là, on va patrouiller partout. Devant moi, je suis dans le lac Tanganyika. On va faire aussi la différence parce que bientôt là, on va aller à Tanganyika pour voir. On va comparer ces lacs par rapport à lac de Tanganyika pour voir quelle est la différence. Donc j'espère que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Je vais différencier le lac Tanganyika qui est ici à Kinshasa et le lac Tanganyika. A noter que le lac Tanganyika est un lac artificiel construit en mémoire des grands lacs Tanganyika. Ce qui rend ces parcs uniques, c'est que chaque endroit porte le nom d'une région de la RDC, ce qui est vraiment magnifique. Comme là on vient de nous dire que quand tu portes le casque comme ça, c'est que ça va t'aider à être protégé. Peut-être il y a des arbres, peut-être il y a des pierres à l'intérieur. Si tu te noies, donc du coup ça va te protéger. Nous sommes dans la province
province de Tanganyika. Non, je déconne. Nous sommes à Kinshasa, dans le parc de la vallée de Natélé. Donc nous sommes en plein kayak et on est en train de profiter des activités. Parti. Actuellement, nous sommes dans le compartiment des lions où on est en train de les nourrir et on est en train de voir exactement comment ça se passe. Donc, ce qu'on nous a informé, c'est que le lion ici mange 2 fois par semaine. Donc, ce qui fait que ça leur permet une très bonne digestion pour leur permettre de pouvoir. Au niveau de la première clôture des lions, on est venu les nourrir. Normalement, les clôtures sont construites de telle sorte que nous puissions avoir un petit feeding camp et les grands parcs où les animaux vivent habituellement. Et on vient, on ouvre cette petite porte là-bas et puis on va entrer, on dépose la viande à l'intérieur et à l'aide de la petite porte coulissante, on ouvre et les animaux viennent pour manger. On a un groupe de 9 lions. Le feeding camp nous sert à la fois, pas seulement pour nourrir, mais aussi pour nous permettre à isoler l'individu qui serait malade, parce que ça va nous faciliter à faire les soins chez l'individu. Le processus, il est presque le même. On va amener la viande, on met la viande ici pour nourrir l'individu qui est malade. Il est bien évident que tous les animaux vont entrer à la fois pour manger, mais à un certain moment, on va cibler l'individu qui est malade et on va le flécher. On utilise l'arme hypodermique pour endormir l'animal et dès qu'on a fléché l'animal, à un certain moment, on va ouvrir la petite porte coulissante et les autres animaux vont sortir de feeding. Celui-là, il va rester à l'intérieur de feeding. Et en ce moment-là, on va entrer avec les équipes de vétérinaires pour traiter et soigner celui qui est malade. Et dans 5 minutes, on donne l'antidote, on sort et l'animal va rester surveillé derrière nous. Et normalement, les lions, ici chez nous, on les nourrit 2 fois la semaine. Parce que d'habitude, et naturellement, les lions n'ont pas de proies chaque fois qu'ils sortent pour aller chasser. Naturellement, quand ils vont chasser, ils attrapent des proies. Il y a de certains jours où la chasse n'est pas productive. Donc les lions ne mangent pas chaque jour non plus. Mais il faut se méfier parce que c'est un animal qui sait faire des provisions. Si aujourd'hui, il a attrapé une antilope, n'empêche que s'il y a une autre antilope qui passe à côté plutôt, il puisse l'attraper et garder. Comme ça, il est sûr qu'il doit y avoir à manger aussi peut-être demain ou après-demain. Un lion adulte peut consommer entre 5 et 7 kg de viande fraîche par repas. Alors là, actuellement, il est en train de tirer pour permettre de pouvoir ramener les animaux là. Après avoir vécu l'expérience de nourrir les lions, nous avons décidé de reprendre notre recherche des éléphants. Quand on vient avec les éléphants, on les décharge ici. 1, 2, 3 jours après, on pourra les relâcher et puis ils vont aller où ils veulent. On va faire la patrouille pour chercher l'éléphant. Alors il faut déjà savoir que hier on était en train de patrouiller partout pour chercher les éléphants grâce à l'Air Plus, c'est ce qui nous permet de pouvoir les trouver, les détecter facilement. Donc là on commence l'aventure pour chercher les éléphants. J'ai le parc en 2 secteurs. Donc vous avez le secteur Est et le secteur Ouest. Et là vous avez la commune de Lancélé et ça c'est la commune de Maluku. Et là on va rouler dans la rivière en montant jusqu'au niveau de Kisangani. Et toutes les grosses montagnes ici à gauche et à droite font partie du patrimoine du parc.
parce que ça fait 20 000 hectares le parc en gros. Ici, nous sommes à la rivière Nsélé qui sépare les deux communes des Maluku et des Nsélé. Pendant notre balade en pirogue sur cette rivière, nous avons été émerveillés par les paysages. Laissez-moi vous dire que parcourir ces rivières est très apaisant. Nous avons le premier parc pilote, c'est le parc de la vallée de l'Ancélé, là où on vient de faire la visite. Et le deuxième parc, c'est le parc de Kachamata. Il se trouve dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi. Et nous avons aussi un autre parc au niveau de l'île de Mateba, le parc de l'île de Mateba. Il se trouve au niveau du Congo central. Les objectifs poursuivis pour la mise en place de ce parc, premièrement, c'est la protection de la biodiversité, donc la conservation de toutes ces espèces que nous avions pu voir aujourd'hui. Vous avez les espèces végétales, vous avez les espèces animales. Le deuxième objectif que nous poursuivons dans la mise en œuvre de tout ce parc, c'est la reproduction de ces espèces, parce qu'on sait très bien, plus vous conservez, plus vous avez de la chance de reproduire les espèces. D'ailleurs, c'est ce qui est naturel et c'est ce que nous souhaiterons bien. Dans un certain moment aussi, nous pouvons envisager faire de la réintroduction dans le parc national. Le parc de la vallée de l'Ancélé, c'est vraiment une occasion pour que la République démocratique du Congo puisse repenser à la réintroduction des animaux dans les parcs nationaux. Avec les aménagements qu'il y a ici en place, on aura la facilité d'organiser les opérations de translocation pour pouvoir introduire les trop-pleins dans le parc national. Le parc constitue en soi des laboratoires en fait, parce que c'est un espace où les étudiants, déjà nous les recevons pour les stages, on les encadre, et des chercheurs qui viennent d'ailleurs, donc des chercheurs internationaux, tout comme des chercheurs au niveau local, ils peuvent venir ici au niveau du parc de la vallée de l'Ancélé, faire leurs recherches, parce que nous sommes vraiment tout un laboratoire. Nous regorgeons plusieurs domaines de recherche aux gens qui veulent enrichir leur cursus, pour ceux qui sont encore à l'université, pour préparer aussi leurs travaux de fin de cycle. Et le parc de la vallée de l'Ancélé, nous exploitons aussi le tourisme de vision. C'est aussi un des objectifs de mise en place de ces parcs au niveau de la République démocratique du Congo. Le parc de la vallée de l'Ancélé, en fait, c'est comme un microcosme de tous les paysages que nous avons. Le miroir qu'on pourra présenter à tout visiteur, à toute personne qui arrive pour la première fois ou bien pour la énième fois au niveau de la République démocratique du Congo. Dans le parc, nous avons une bonne gamme d'antilopes, des éléphants, des hippopotames, des crocodiles, des serpents, il y en a plein naturellement. Et nous avons aussi des buffles, des kobs, des lechouets, des girafes et plusieurs animaux sauvages que vous pouvez retrouver dans le parc de la vallée de l'Ancélé. La matérialisation du parc, effectivement, la toute première introduction du parc, elle va s'opérer au mois de mai en 2017. En 2017, on a la toute première introduction des animaux dans le parc. On s'est réveillé très tôt au matin, mais on a vu derrière nous, il y a un truc incroyable que je voulais vous montrer. Voilà, le lever du soleil incroyable qui est derrière moi, je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est magnifique, j'ai beaucoup adoré. Voilà. Là, on quitte maintenant River Lodge pour s'installer à Mondeke. Il fait
pas froid, mais il fait froid. Les monts d'Eke fait également partie du patrimoine du parc de la vallée d'Antiélé. L'idée de sa création était d'apporter quelque chose de nouveau et une ambiance particulière à ces parcs. Il y a même les détails qui montrent que c'est vraiment le côté luxueux qu'ils ont mis en valeur. Même la chaise et la façon dont ils ont conçu ces loges, c'est énorme. La vue, c'est incroyable encore. C'est magnifique, j'aime bien. Tu as un petit congélateur qui est prévu pour toi. Et ils ont même aussi prévu, ils ont conservé le côté luxueux, juste avec l'armoire qu'ils ont prévu sur ça. C'est magnifique, j'aime bien. Et même ici, la qualité. Puis, je vais encore vous montrer à l'intérieur. J'aime beaucoup les détails. Je te rends compte que c'est vraiment le côté luxueux. Tout est vraiment à niveau élevé. Tu as tous les produits qui sont placés dans un énorme niveau des classes. Et l'armoire aussi, on va voir. Wow. Tu as tout prévu, ce qui est prévu là. Et tu as aussi le coffre-fort qui est prévu pour toi. Donc je pense que c'est vraiment un endroit idéal qu'il faut vraiment passer. L'entreprise d'architecture qui aura 3 branches, qui s'occupera de l'architecture, de la partie art, parce que j'ai une sensibilité artistique que je viens de me découvrir, et de la partie concept design. Donc on commence la nouvelle journée. Aujourd'hui on a prévu de faire la piscine et faire beaucoup d'activités parce que notre objectif ici c'est vraiment voir les éléphants. Comme ça a été toujours le rêve, donc on met tout en jeu pour pouvoir vraiment voir les éléphants. Donc on espère vraiment savoir aujourd'hui. Le générique, ça change. On va aller faire un tour de cage au lion. C'est juste impressionnant parce que c'est un véhicule où il y a des cages ici. On sera à l'intérieur et puis il y aura des lions. Comment on a nourri les lions. Mais aujourd'hui, on va faire cette expérience avec la cage aux lions, qui est une activité réservée uniquement aux gens qui sont logés. C'est comme un petit bonus. Parce que cette activité, elle n'est pas donnée à tous ceux qui veulent, tout simplement, ils viennent, ils payent. Non. Il y a des activités qui sont comme des bonus pour les gens qui sont logés. C'est l'activité du cage aux lions, où vous entrez en contact direct avec les lions, vous allez même les toucher. Et la deuxième activité, c'est nourrir les hippopotames. C'est les deux activités qu'on a prévues comme ça pour régaler les séjours ou les nuitées des gens qui sont chez nous en fait. Donc là, on va aller au niveau des 4 lions qui sont au fond pour entrer en contact avec
Pourquoi les 4? Parce que ce sont les 4 lions que nous avions récupérés après la mise bas en fait. C'était la toute première reproduction ici au niveau du parc et nous avons récupéré ces bébés. C'est tout un petit procédure qu'on met en place pour le faire. Lorsqu'on vient nourrir les lions, on remarque qu'il y a une femelle qui est absente, qui ne répond pas lorsqu'on appelle pour donner à manger. En ce moment-là, ce sont des indices qui nous donnent des informations du genre non, il y aurait soit un problème de santé, soit elle était gestante. Déjà quand elle est gestante, on commence à faire les suivis. C'est comme ça qu'il y a un ranger qui est permanent ici. Il va déjà signaler les périodes de montée, les périodes de chaleur. Et puis cette période, on va faire les suivis. On sait déjà dans 3 mois, une lionne peut déjà mettre bas. Et en ce moment-là, on va suivre 2-3 fois quand elle ne répond pas à l'appel pour manger. On enferme les autres groupes de lions dans le feeding camp. Et là, on va entrer pour patrouiller avec soit ses véhicules parce qu'il est complètement fermé. Et on l'a trouvé carrément quelque part et il y avait réellement des bébés. Et on a pris un morceau de viande, on a jeté dans le feeding, il est allé manger et nous on est resté récupérer les bébés. Et ces bébés ont grandi dans le mets des gens. C'est comme ça que ces bébés sont un tout petit peu habitués à la présence humaine en fait. Mais à un certain moment, ils ont grandi, ils ont pris du poids. On s'était dit que non, ce n'était plus prudent de les laisser en contact permanent avec les gens. Mais vu qu'ils ont pris vraiment du poids, on s'était dit non, on va construire l'enclos spécifique pour eux. Et c'est comme ça qu'on les a gardés ici. L'expérience de la cage au lion est vraiment impressionnante. Lorsque nous avons fermé la porte, j'ai pris conscience du danger de cette activité. Ce qui m'a le plus rassuré, c'était les sourires du ranger. Ces petits gestes inspiraient confiance et nous rassuraient. Elle est fermée avec un cadenas simple. Quand on entre dans la première porte pour des mesures de sécurité, il faut qu'il ferme la porte derrière nous. Et cette porte ici, elle est électrique. En plus de fermer avec un cadenas, mais la porte là, elle est électrique et il y a du courant. Donc là, il va juste enlever le cadenas, il enlève juste le crochet et il va ouvrir avec une clé électrique. Ouais, ça, ce sont des mesures de sécurité en fait. Comme disent les psychologues Pavlov, les chiens de Pavlov en fait, il avait habitué son chien, à chaque fois qu'il amenait la viande pour le nourrir, il devait soit klaxonner ou siffler. Et à un certain moment, quand on n'amenait pas la viande, on siffle ou on klaxonne, les chiens arrivaient à saliver. Mais cette expérience peut s'inhiber à force de manquer l'intérêt au fait. Parce que quand vous klaxonnez, les chiens ils viennent, ils trouvent qu'il n'y a pas de viande. Il a salivé, il est venu, mais il n'y a pas de viande. Et demain encore, il va saliver, il va venir, il n'y a pas de viande. La troisième fois, il va hésiter. Et l'expérience risque de s'inhiber. Et en ce moment-là, vous n'aurez pas gagné en termes de fidéliser l'animal sur un rythme continu de l'expérience en fait. C'est là qu'on va faire l'activité avec les lions. La première des choses qu'on va faire, on va protéger nos pneus. C'est comme ça qu'on a des petits barres de fer et des treillis qu'on avait préfabriqués pour protéger les pneus. De toutes les façons, on apprend au fur et à mesure qu'on fait l'activité. La première fois on est venu, bon, on s'est rendu compte qu'ils avaient crevé les pneus. Et puis on est allé adapter tous ces fers à béton pour protéger les pneus. Mariana, c'est leur mère adoptive. Donc c'est le couple qui a gardé ces lions lorsqu'on les avait récupérés tous les deux. Voilà, on va commencer notre activité. Vous ne devriez pas avoir peur, il n'y a pas de problème. Les lions vont venir, les lions vont monter sur les véhicules et on pourra pouvoir les toucher, faire des selfies et faire tout ce que l'on peut faire. Donc la première des choses, il ne faut pas que vous soyez tout près des grillages. Il ne faut pas être tout près des grillages parce que lorsqu'ils marchent là, vous avez les pattes et les griffes qui sont à l'intérieur des pattes. Ils marchent à l'aise. Mais lorsqu'il va venir pour sauter, le fait qu'il va s'agripper sur quelque chose, il va sortir les griffes. Il va sortir ses griffes pour tenir et monter. Et si vous êtes tout près des grillages, vous risquez de vous blesser. Donc la première des choses, c'est ça. Il faut qu'on soit concentré, qu'on soit au centre du véhicule, éviter d'être tout près. La deuxième des choses, c'est que bon, c'est des lions, vous remarquez qu'ils sont en train de marcher sur les sables. Donc quand ils vont monter ici, ils vont venir avec du sable, donc on sera un peu imbibé du sable. Bon. À un certain moment aussi, comme il y a des petits morceaux de viande, ils peuvent saliver, donc on aura la bave sur nous. Ça fait partie de l'aventure en fait. Donc on peut avoir la bave sur nous et ce n'est pas un problème. Au moins que vous soyez allergique, hein? Ben, je ne pense pas.
Elle est trop courageuse. Prends. Normalement, en forêt, ce sont des femelles qui vont aller chasser. Ils vont chasser toujours en groupe. Et malheureusement, lorsque les femelles attrapent leur proie, il y a les mâles qui vont venir manger en premier. Le groupe est ici, il y a 6 mois déjà, ils auront 3 ans. Mais en captivité, il peut vivre jusqu'à 20-25 ans. Et cette différence de vie est due au fait qu'ils sont suivis régulièrement en captivité. Parce qu'on les apporte à manger, ils ne fournissent pas trop d'efforts physiques pour chasser. Et on les apporte aussi des soins en cas de problème. Lorsqu'ils tombent malades, on peut venir les soigner facilement. Mais lorsqu'ils sont en pleine nature, seuls, là l'espérance de vie elle est un peu réduite au fait. Ils peuvent vivre jusqu'à 18 ans, mais en captivité, ils peuvent atteindre jusqu'à 25 ans d'âge. La gestation, c'est 3 mois en fait. Pendant 3 mois, et après 3 mois de gestation, on peut mettre bas 3, 4, 5, 6. C'est comme un gros chat en fait. Il peut mettre bas plusieurs petits par portée. Et naturellement, ils vivent en groupe. Ils peuvent vivre dans un groupe de 7, de 10, voire 20. Et les mâles, le rôle majeur des mâles dans un groupe de lions, c'est juste la protection du territoire. Les femelles, ils vont aller chasser. Les mâles peuvent chasser uniquement lorsqu'il s'agit de la chasse aux grosses proies. C'est lui-là, il aime bien ça en fait. Pour lui, ça lui fait plaisir. Pendant l'activité, l'un des lions a réussi à enlever les cages que nous avions installées pour protéger le pneu de ses griffes. Les rangers nous ont informé qu'ils aimaient jouer avec le pneu, ce qui expliquait son comportement. Il y a un lion là où il fait presque 2 pieds. On est bloqué, on ne sait pas rentrer pour faire d'autres activités. Et c'est aussi le bien des aventures. Donc on est bloqué, on ne sait pas. Nous avons resté bloqués pendant plus d'1 heure, mais heureusement notre guide a eu l'idée de lui jeter un morceau de viande près de la deuxième cage. Lorsqu'il s'est dirigé vers l'entrée pour les récupérer, les rangers a pu fermer la deuxième cage qui leur sert de feeding camp. Waouh, le lion qui mangeait le pied là vient de rentrer dans l'autre cage. Donc du coup, ça nous a permis de sortir. Nous permettons enfin de sortir et de poursuivre nos autres activités. Là, on doit laisser cette voiture pour pouvoir changer de pneu. Donc on prend une autre voiture pour continuer l'aventure. Cette activité est exclusivement pour ceux qui sont logés ici. Alors si vous aimeriez profiter de cette aventure, alors je vous conseillerais de pouvoir passer une nuit afin de profiter de cette activité. Les chimpanzés sont dans 3 clôtures différentes, comme vous pouvez les remarquer. La première, la deuxième et la troisième. Ici, nous sommes restés avec des femelles, Souza et Annie. Ce sont des chimpanzés. À la différence avec le bonobo, et ils sont sombres et noirs comme vous le voyez là-bas. Mais les bonobos sont un tout petit peu clairs avec des rouges, lèvres un peu rouges. On partage presque 98% d'ADN avec ces animaux aussi. Il y a une société, Jane Goodall, en fait, qui a mené plusieurs études en République démocratique du Congo sur les chimpanzés. Ils prouvent que ces animaux, ils sont un tout petit peu intelligents plus que les autres singes. Ils apprennent à utiliser plusieurs outils en forêt. Ils peuvent utiliser des pierres pour casser les noix. Ils peuvent utiliser des arbres pour récupérer certaines fourmis dans des trous, dans les termitières. On leur nourrit 3 fois la journée. On leur donne des fruits. Ça, on privilège parce que les légumes et les fruits, c'est vraiment l'aliment de base. On a donné le nom de la maison bleue. C'était par rapport à une petite tante qui était ici, elle était en bleu. Donc le nom il est resté maison bleue, mais le conteneur qu'on est venu placer après, c'était un conteneur fait en verre. Voilà, mais sinon ça c'est la maison bleue. En fait, comment ça se passe? Les clients vont entrer au niveau de la guette, ils paient leur entrée, ils paient les autres activités. S'il s'avère qu'il y a un client qui veut faire du vélo, il va payer aussi les vélos comme activité. Il arrive au niveau de Kisangani et à partir de Kisangani, on va l'orienter jusqu'ici au niveau des maisons bleues parce que c'est ici où il y a des vélos et le départ des vélos, c'est à partir d'ici. Il y a un parcours qui est prévu pour le vélo. C'est comme ça que vous avez remarqué au niveau de l'entrée, il y avait un petit panneau, on dit attention, ralentissez, parcours vélo. Voilà. Donc
Vous venez ici et vous avez déjà votre bracelet, vous avez payé l'activité et vous arrivez ici, vous choisissez les vélos. Ça c'est pour les enfants et les dames. Au fur et à mesure tu pédales avec cet effort physique, ça recharge les niveaux là-bas. Ça c'est ma deuxième fois que je suis en train d'apprendre un peu à rouler. Donc aujourd'hui on va essayer de tomber. Donc là, on a juste clôturé ça, protéger les clients de ne pas entrer en contact direct avec les bêtes. Et ça, c'est pour s'abriter du soleil, de la pluie, tout ça. Voilà. Pour la petite histoire, nous avons des hippopotames ici. La première, c'est une femelle qui s'appelle Lusambo. Pourquoi Lusambo? Parce qu'elle vient du village de Lusambo. On a récupéré un bébé qui faisait à peine 45 kilos. Sûrement, on aurait tué sa maman parce que ces bêtes sont beaucoup protecteurs en fait, sont vraiment protecteurs. Pour arriver à récupérer les bébés, c'est qu'ils ont dû peut-être tuer la mère pour récupérer les bébés. Et on nous appelle un jour, on dit non, il y a un bébé hippopotame qui est en détresse. Est-ce que vous pouvez l'aider, vous pouvez le sauver? On a organisé la logistique et on est allé jusqu'au niveau de Lusambo, hélicoptère et jusqu'au village, des vélos et des pirogues et jusque dans le fin fond, on a récupéré les bébés. On a payé tous les droits coutumiers parce qu'il fallait qu'on nous remette ça officiellement. C'est l'ICCN normalement qui nous avait remis officiellement l'animal. Et on est venu avec Lusambo jusqu'ici. On a commencé à lui donner des biberons comme ça. On a commencé par des petits litres de lait. Et puis c'était 4, c'était 5, c'était 12, c'était 24 litres de lait qu'il prenait. Au fur et à mesure, elle a commencé à récupérer du poids. Et aujourd'hui, vous allez voir Madame Lusambo, elle a vraiment récupéré, elle est devenue costaud comme ça. Elle pèse déjà peut-être 1,5 tonnes. Parce que les hippopotames, normalement, les mâles adultes peuvent atteindre jusqu'à 3 tonnes de poids. Et lorsqu'on avait remarqué qu'elle était seule, on s'était dit non, il faut qu'on lui trouve un petit mâle. Dans nos voyages de translocation des bêtes, on a remarqué dans un parc au niveau de la Namibie, il y avait aussi un jeune de presque même âge que Lusambo qui était aussi presque isolé d'un groupe. On avait négocié avec le propriétaire du parc, il a accepté de nous le donner. Comme ça qu'on a amené Rico. Donc il y a Lusambo et Rico qui se trouve dans ce lac ici. Il s'appelle Jean-Marc, il est papa de ces pétitions, c'est lui qui a gardé Lusambo. Et à force de côtoyer Lusambo, Rico aussi il a pris le rythme en fait. Parce qu'à un certain moment, Rico il était un tout petit peu méfiant. Parce que Rico lui n'a pas grandi avec les humains. Au fur et à mesure que Lusambo on l'appelle et il sort de l'eau et il vient, Rico aussi commence à le suivre et petit à petit, Rico commence aussi à s'habituer. En fait, c'est la même chose avec tous les autres animaux. Le premier élément que l'animal va fixer chez l'homme, c'est son odeur et sa voix. Et puis après, il fait fixer les couleurs. D'accord, Lusambo, il faut appeler d'abord l'animal par son nom et lui présenter les fruits. Lui dire à la fin des comptes, puisque lui il comprend quel est l'ingala. Lusambo, ma fongola. Vous lancez comme ça. Lusambo est venu des provinces de Sankuru, l'ancienne province du Kasaï, là où on avait récupéré les petits Lusambo. Sa mère a été tuée par les braconniers. En arrivant ici, Lusambo pesait entre 45 et 50 kg et on estimait son âge à 2 mois environ. Et comme il était trop petit, on était obligé de lui donner les biberons. Et dans les biberons, il y avait du lait entier, les céréales, les jaunes d'œufs, avec plein d'autres protéines et vitamines pour assurer sa croissance. L'autre, Rico, est venu de Namibie à l'âge de 2 ans. Il suit déjà Lusambo. Quand on donne à manger à Lusambo, on lui dit à Lusambo, faites ceci, faites cela. Il est en train d'apprendre aussi. Maintenant, vous allez partir jusqu'à Kisangani au niveau de la piscine. On en profite encore au parc de la vallée de Nantele pour une nouvelle aventure.
Là maintenant, on vient de finir la piscine. On prend la route pour faire le safari. Bienvenue au lac des crocodiles. C'est le lac le plus dangereux parce qu'il y a des crocodiles dedans. Donc on va prendre cette passerelle pour aller jusqu'au fond et on va siffler pour appeler les crocodiles parce qu'ils sont habitués à se siffler là-bas quand ils viennent manger. Vous allez déjà remarquer qu'il y a des gardes qui sifflent et aussitôt ils sifflent, il y a déjà des crocodiles qui sortent de l'eau et ils sont en train de suivre. On peut donner du poisson, le chanchard ou le thompson, et on peut donner aussi de la viande. Et on les nourrit pratiquement 2 fois le mois. C'est l'animal le plus endira que je connaisse. Il est vraiment endira cet animal. Et aussi une raison qui explique le fait qu'il ne puisse pas manger régulièrement. Malgré sa dentition, le crocodile ne mâche pas. Il coupe, il avale. Même si c'est un petit antilope qu'il a attrapé dans l'eau, quand il coupe les fémurs, les morceaux des os, tout ça, ça va entrer dans son estomac. Et c'est ce qui fait que son métabolisme, il est vraiment trop lent. Quand il a mangé, ça va prendre vraiment du temps pour que toute cette nourriture qu'il a ingurgitée puisse se décomposer dans son estomac. Et puis après, il va aller déféquer quelque part. En ce moment-là, il peut rebouffer de nouveau. Mais n'empêche qu'il puisse chasser et tuer et garder en réserve. D'ailleurs, il aime bien manger des choses viandées ou pourries, quoi. Vous avez la girafe, elle s'appelle Zarafa camelopardalis, ça c'est son nom scientifique. Elle est herbivore, elle va manger les feuilles de petits arbustes en fait. Elle a une gestation de 15 mois pour donner un seul petit par portée. Wow. Chez l'homme c'est 9 mois, mais chez elle c'est 15 mois. Et elle ne peut pas faire de juillet. Au parc, nous avons que des rhinos blancs. Le mot blanc, il est venu par rapport à une incompréhension entre les Anglais qui sont venus en Afrique du Sud. Lorsqu'ils ont découvert l'animal pour la première fois, il y avait un dialecte qui parlait de YJ de ce côté-là. Et ils ont compris white. Okay. C'est comme ça qu'ils ont dit white rhino. Et vous allez voir celui-là, il a une mâchoire un peu large, comme cela. Mais les rhinos blancs, sa mâchoire, elle est un tout petit peu pointue comme ça. C'est ça la différence. Et c'est ce qui conditionne même aussi leur mode d'alimentation. Celui-ci, il va bouffer de l'herbe comme ça, comme il est en train de manger maintenant. Mais les rhinos blancs, il va paître le feuille des petits arbustes. C'est ça aussi la différence en fait. Après avoir sillonné plusieurs jours et à la 5e jour, notre chauffeur a pu découvrir les éléphants de très loin. Voilà. Il avance vers la rivière. Après Zamba, j'ai vu. Au bandit, moi, ça va un peu clair là. Il y a un qui va vers la rivière. Et nous avons utilisé les drones pour les observer de près. La chose la plus importante que vous recherchez dans un voyage. Premièrement, c'est les rencontres que nous faisons. C'est ce qui est d'abord primordial. Dans un voyage? Oui. Des rencontres. Et à chaque fois que je voyage, je me suis rendu compte que la chose la plus importante, c'est pas d'abord les photos, c'est pas d'abord les images, mais c'est que tu découvres, tel que la nourriture, comme à Goma. Donc c'est la découverte en fait. Oui. C'est ça la chose comme à Goma, et j'étais surpris. Jusqu'aujourd'hui, je pense toujours à ça. Rentrer à Goma, manger, et puis rentrer à Kin. Il y avait trop de nourriture là-bas. Donc c'est la découverte. Là-bas, tu vas jamais dans tous les sens. Culinaire, Après, ils ont rencontré des belles Rwandaises. Et je voulais rencontrer des Rwandaises. Mais c'est quoi? Seigneur,
Okurando Tangate, mon cher. Comment votre rêve ou ambition a-t-il évolué au fil du temps? Herman, ni bandune, ni bonne vidéo. Tu dis? Ni bandune, ni bonne vidéo. Comment votre entourage a-t-il réagi à votre rêve ou ambition? Ont-ils été des sources de soutien ou de critique? Mon papa, quand il a su que je voulais faire l'architecture, bon, de base, il pensait que j'allais aller en médecine parce que je suis maniaque. Quand il a su que j'allais faire l'architecture, il était super fier. Dès le départ, même quand je suis allée mon premier jour en fac d'architecture, évidemment, j'ai voulu abandonner parce que je trouvais que c'était trop. Et même en jeune fois, quand j'ai défendu, je lui ai dit, bah voilà, l'académie, un diplôme de graduat, c'est valable. En fait, tu peux trouver de l'emploi, tu peux tout ça, te lancer dans le milieu professionnel. Puis moi, je me suis réveillée. Non, j'ai décidé de devenir licenciée. Et puis voilà. Du coup, il restait avec moi pendant mes nuits blanches en train de rédiger mon mémoire. Donc en gros, c'est lui la seule motivation que j'ai eue et la seule personne dans la vie en fait qui m'intéresse énormément. Nouvelle journée ici au parc de la vallée de l'Antillé. Alors nous sommes précisément à Mondeke. Mondeke se trouve au parc. C'est vraiment une propriété du parc de la vallée de l'Antillé. Trouvez toujours à Kinshasa. Donc on n'est pas à Goma, dans d'autres provinces. On est vraiment à Kinshasa. On est en train de passer des très bons moments dans ces cadres aussi beaux. Et j'aime beaucoup le paysage qui est devant moi. Et on a beaucoup apprécié la qualité, les services et la manière dont de faire des choses. Des fois on a perdu ce niveau d'excellence que nous avons trouvé. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que moi j'ai trouvé ici. Au sommet de cette montagne, nous avons vécu une expérience hors commun. Prendre un plaisir extrême au plus près du ciel et se relaxer, profiter du soleil et de la beauté de la nature que nous a procuré cet espace. Juste magnifique. Aujourd'hui, c'est la 4e jour et on en profite très bien de la vue, de l'endroit. Donc du coup, on fait plein de choses. J'ai beaucoup aimé l'espace, donc vous vous rendez compte que vous êtes vraiment connecté de la nature. Et si vous vous rendez compte que c'est vraiment un endroit que vous allez visiter, je vous conseillerais de venir ici, afin de profiter du moment que nous sommes en train de profiter. Je sais que Betty, je t'ai pas présenté à la communauté. Laquelle? Ma communauté. Elle est la communauté YouTube. Yeah. Bonjour. La direction au vol, au Faucon. Ici est le tyrolais le plus lent de l'Afrique. Déjà, ce qu'il faut savoir est que la tyrolienne est un système de transport sur filin. Il s'agit d'un mode de déplacement utilisé pour la traversée en hauteur d'un obstacle dénivelé, comme une douve ou une autre cuvette naturelle ou artificielle. Dans notre cas, la tyrolienne du parc est utilisée pour profiter de ces panoramas exceptionnels, suspendus à un baudrière avec une vitesse de 70 secondes, étendue sur une distance de 2300 mètres des câbles, fondée sur une vallée à plus longue de 130 km qui a une sécurité garantie. Déjà à partir de 90 kg, nous faisons porter le parachute. Question de s'assurer que n'aille pas plus vite. La vitesse varie entre 120 à 150 à l'heure. C'est 2 km 300, vous le faites à 1 minute 20 secondes. Du coup, ça varie maintenant par rapport au poids et les vents. Puisque vous êtes lourd, vous allez plus vite par rapport au moins léger en fait. Avant de faire le vol au Faucon, donc tu es d'abord censé passer voir ton poids à travers de la balance. Donc du coup, on va essayer de voir ce qu'il va donner. Moi, je pense que je suis déjà assez content. Du coup, c'est ça. Oh, je fais 60 kilos là. Bienvenue au Zipline. Léger, c'est la tyrolienne en fait. C'est comme toutes les tyroliennes du monde, c'est la tyrolienne la plus longue d'Afrique. Première en Afrique et 4e au monde. La distance qui sépare nos détours est de 2 km 300. Vous allez à une vitesse de 120 à 150 à l'heure. La vitesse varie par rapport au poids et les vents. Plus vous êtes lourd, vous allez plus vite par rapport au moins léger en fait. Vous allez de 295 mètres de hauteur à 100 mètres plus bas. Vous descendez en grande vitesse. Alors, on vous attache avec les chariots qui peuvent supporter jusqu'à 400 kg.
Mais notre poids maximum, c'est 120. Question de s'assurer que tout est OK. Les chariots peuvent s'y porter jusqu'à 400 kg, mais nous nous limitons à 120 kg. C'est immense, je ne sais pas si vous remarquez ce que je suis en train de voir. C'est tellement immense. Waouh. Et il faut savoir que c'est vol au faucon, c'est en premier en Afrique, c'est quelque chose à féliciter pour le parc de la vallée des Antilles. Je ne sais pas si vous remarquez ce que je suis en train de voir devant moi. Le paysage est époustouflant. Il y a un petit fleuve juste à côté de moi. C'est là où se trouve entre l'autre. C'est magnifique. Je suis épaté par le niveau d'excellence qui est dans ce lieu. Elle paie $70, elle monte, elle arrive ici, regarde, on lui met sur le pied, dès qu'on baisse, c'est pas venu là. Il dit, c'est bon, c'est bon. C'est bon. J'ai ressenti des sensations d'un rapace en épique en essayant cette tyrolienne. C'est à cause de cette sensation qu'on l'a baptisé le vol du faucon. Car cette tyrolienne donne l'opportunité de ressentir ces oiseaux restant en volant, adrénaline garantie. C'est fait, le tyrolienne le plus long de l'Afrique. J'étais là. J'ai eu très peur là, juste à la descente. Puis après, je suis un peu stabilisé. Et la dernière petite astuce fun, quand je suis arrivé un peu à la fin, là, c'est là que je suis suspendu et puis il n'y avait personne qui venait pour me prendre. Le Mont Deke est un site situé en toile du parc de la vallée des Antilles à 690 mètres d'altitude. Sur le sommet de cette montagne, nous pouvons constater son aménagement à couper le souffle. Comme je vous ai dit, nous sommes à Mont Deke. Il y a le restaurant qui est vraiment devant moi. C'est par là qu'on va aller visiter et voir qu'est-ce qu'il y a là-bas en fait. Le site est idéal pour toutes sortes d'événements qui regorge une terrasse VIP, d'un nightclub, salon VIP aménagé à l'intérieur de 3 vieux salons Tristar, des 727 et 737, remontés et relookés. Je ne saurais décrire ce que nous avons vécu dans le parc de la vallée des Antilles. Voir une équipe aussi énergique et active m'a beaucoup appris. Au-delà de l'observation des animaux, j'ai été profondément touché par leur gentillesse et leur organisation. Cette expérience m'a apporté de nombreuses leçons et a changé beaucoup de choses pour moi. Un grand merci au parc de la vallée des Antilles pour avoir tout organisé pour nous. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. On se dit à la prochaine aventure.